Et le thème ce soir, c'est actualité juridique et fiscale depuis le début de l'année, en synthèse. Et vous pouvez ensuite, bien sûr, poser toutes les questions. J'y répondrai, bien sûr, dans la mesure de mes capacités. Sinon, peut-être que j'irai creuser. Jurisprudence et loi depuis le début de cette année. Donc la dernière, on part de la dernière que j'ai sélectionnée pour remonter vers janvier. Réduction de capital avec rachat par la société de ses propres titres. Vous savez que pour obtenir des liquidités, du cash, bien, on peut souvent soit servir un dividende, mais il est taxé au PFU à 30% ou au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Ou deuxième possibilité, un rachat par la société de ses propres titres suivi d'une annulation de ses propres titres. Et donc là, le comité d'abus de droit fiscal a sorti peut-être au moins, je ne sais pas, une dizaine de cas, on va dire, et certains relèvent de l'abus de droit fiscal pour but principalement fiscal, et d'autres non. Pour les cas qui suivent l'abus de droit fiscal, c'est parce qu'il n'y avait aucune justification autre que fiscale. La réduction de capital est effectuée de manière récurrente, alors que ça aurait pu servir d'un dividende. Et il y a des opérations concomitantes de réduction et d'augmentation de capital sans recomposition, sans modification de la répartition du capital. Et donc là, bon, alors, ce qui est rassurant, c'est que dans l'instruction fiscale, enfin dans le rapport du comité d'abus de droit fiscal, il est rappelé, bien sûr, que à deux solutions comparables, nul n'est tenu de choisir la voie la plus imposée. Mais toujours motiver, voilà, je vous invite à toujours motiver les opérations et on va voir justement les situations qui n'ont pas entraîné l'abus de droit fiscal. Donc, on rappelle que choisir la voie la moins imposée n'est pas constitutif de l'abus de droit, notamment. L'opération de rachat est ponctuelle et s'inscrit dans un schéma d'ensemble. Elle est motivée par une finalité économique, notamment le montant des réserves est hors de proportion avec les besoins de l'activité et la réduction permet de réduire la valeur de l'entreprise et donc va faciliter sa transmission. Ça, c'est une bonne solution, hein? Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, on diminue la valeur de l'entreprise, un dividende aussi. Mais ici, j'ai motivé l'acte économique. Société civile allière, imputation des déficits fonciers grâce à un bail d'habitation portant sur la résidence principale. Ce n'est pas la première fois, on le rencontre régulièrement. C'est toujours dans le même comité d'abus de droit fiscal du rapport de mars de cette année. Voilà, la société civile et son associé unique, normalement il faut deux associés à la création, mais après non, signent un bail exclusif à usage exclusif d'habitation principale. Et donc on aménage des loyers et puis après on fait des dépenses qui sont en principe déductibles des revenus fonciers. Ben non. Parce que là, la ficelle est un peu grosse et donc on a fait le bail uniquement pour pouvoir déduire des revenus fonciers et donc abus de droit. Tiens, alors le démembrement, on y reparlera, il y a plusieurs situations de démembrement qui sont visées par la jurisprudence. Apport à la valeur économique de la nue propriété d'un immeuble à société civile. Ah oui, il y avait des adeptes de cette opération-là. J'explique de quoi il s'agit en fait. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Si vous pouviez éteindre vos micros. Oui. Alors, coupez le son. Voilà. Donc, l'apport de la nue propriété à société, de quoi s'agit-il? Bon, par exemple, j'ai un immeuble et puis j'apporte la nue propriété de l'immeuble à société civile qui ne détient donc que la nue propriété, l'usufruit est toujours resté en dehors et ensuite on donne la pleine propriété des parts aux enfants. Alors,
Je rappelle simplement que pour la valeur d'un usufruit, on considère ou le barème fiscal, 669 du Code général des impôts, et l'usufruit, la valeur de l'usufruit dépend de l'âge de l'usufruitier, et la valeur économique. Et la valeur économique qui s'applique notamment pour les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange. Donc j'apporte la nue propriété et je sous-évalue la nue propriété par rapport au barème fiscal. Donc au lieu, si la nue propriété vaut 100 par exemple sur le Code général des impôts, le barème fiscal, et que la nue propriété vaut 50, bien j'apporte la nue propriété et je donne la pleine propriété des parts 50. Vous voyez bien que la base taxable au droit de mutation à titre gratuit est de 50 au lieu de 100. Voilà. Donc, mais il y a des vieux arrêts, ça nous confirme que les arrêts Saunier, Wurtemberger d'il y a déjà une quinzaine d'années. Donc ici, l'apport à la valeur économique est constitutif de l'abus de droit. Juste pour profiter de la valeur économique et échapper au barème fiscal. Encore du démembrement de propriété, cession d'usufruit temporaire à une personne morale, imposition en tant que plus-value. Alors ça fait couler beaucoup d'encre ici. Vous savez que l'article 13.5 du Code général des impôts a été instauré pour mettre fin à des schémas d'optimisation fiscale qui consistaient notamment à vendre ou à apporter l'usufruit de part de société civile à la société d'exploitation, avec l'application du 238 bis 4 du Code général des impôts. Je passe, sauf si vous posez des questions ensuite, après la présentation. Bien, pour éviter, parce que la taxation en revenu, la cession de l'usufruit, la 13.5 maintenant, bien, l'apport ou la vente de l'usufruit est taxé non pas à la plus-value, mais à l'impôt sur le revenu. Ça fait mal, ça freine les ardeurs. Mais il devait s'agir d'une première cession d'usufruit temporaire. Or, l'usufruit est par nature temporaire, mais la cession ou l'apport de l'usufruit à une personne morale, nous dit le Code civil, ne dure que 30 ans. Donc ne dure que 30 ans, et des jurisprudences antérieures ont estimé que comme l'usufruit est de par nature viagère, donc ce n'est pas un usufruit temporaire, c'est un usufruit viager. Et un usufruit viager échappe au 13.5 du Code général des impôts. Eh bien, le Conseil d'État ici du 31 mars, elle dit non. Voilà. Elle dit que, allez, à partir de la première cession d'usufruit temporaire à une personne morale est un usufruit temporaire, donc imposable sur l'impôt sur le revenu, et non un usufruit viager, quand bien même un usufruit accordé à une personne morale ne dure que 30 ans. Donc, voilà, ça met fin à de nombreux schémas d'optimisation fiscale. Mais voyez bien là aussi, l'abus de droit, c'est bien parce que, enfin c'est bien, c'est pas bien pour ceux qui ont l'abus de droit, mais je trouve que la situation est relativement claire. Si le 13.5 avait été... Quelle était l'intention du législateur? L'intention du législateur, c'était, quand il a mis le 13.5, d'échapper à des montages d'optimisation fiscale. Donc le fait de jouer sur les textes, sur l'application des textes, l'application littérale des textes, ben, on est sous l'abus de droit, parce qu'on est contraire à l'intention du législateur. Pacte Dutreil, l'engagement réputé acquis et fonction de direction. Alors, deux mots sur le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil permet de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, donation, succession. Et on a en principe un engagement collectif d'au moins 2 ans et un engagement individuel de 4 ans. Éventuellement, on peut se passer de l'engagement collectif réputé acquis, de l'engagement collectif de conservation. On dit que l'engagement collectif est réputé acquis si 3 conditions sont réunies. Je détiens les titres depuis au moins 2 ans, je détiens 17% des droits financiers et 34% des droits de vote, et j'exerce la fonction de direction. Bien, on peut plonger directement dans l'engagement collectif réputé acquis, qui a le gros avantage de réduire la durée du dispositif à 4 ans, au lieu de 6. Oui, mais, attention, et d'ailleurs c'est confirmé d'ailleurs par les BOFIP, attention,
Dans un engagement collectif réputé acquis, la fonction de direction doit être impérativement exercée par le bénéficiaire de l'exonération, le donataire, le légataire. Voilà. Ça suppose, l'engagement collectif réputé acquis, ça suppose une véritable transmission. Hein, on ne peut pas notamment transmettre à des enfants mineurs puisqu'ils ne peuvent pas exercer la fonction de direction. Donc, voilà, jurisprudence constante. Promesse de vente d'actions consentie par une société à un prix inférieur au marché. Ça ne constitue pas une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion. Le fait qu'une personne souscrive une promesse de cession d'actions à un prix qui est beaucoup moins élevé que le prix de revente qui a lieu juste après. Voilà, donc non. Promesse de cession valable, 5 ans, à 1 € par action, accordée par une holding pour des titres d'une firme. L'achat à 1 € puis revente à 3,8 €. Donc vous voyez, la plus-value est très importante. L'administration fiscale a tenté de qualifier la libéralité faite par la holding aux salariés. Eh bien, pas du tout. SAS et révocation pour juste motif. Alors, si les statuts ne précisent pas, en cours de cassation du 9 mars, si les statuts ne précisent pas que la révocation est possible pour juste motif, eh bien, à ce moment-là, un dirigeant peut être révoqué sans juste motif. Alors, j'aime pas dire s'il faut, mais il est prudent de prévoir dans les statuts toujours les motifs de révocation du dirigeant, à mes ententes. Et moi, ce que je fais, c'est que j'écris toujours que la mésentente avec un tel ou tel, eh bien, est une cause de révocation. Alors, on me dit souvent, mais M. Royal, la mésentente, c'est complètement farfelu, la mésentente. Je dis non, pourquoi? Parce que la loi prévoit même que le juge peut prononcer la dissolution de la société en cas de mésentente entre associés dès lors qu'elle paralyse le fonctionnement de celle-ci. Donc, on peut introduire la mésentente. C'est subjectif, certes. Validité du testament international. Le testament international peut être rédigé dans toutes les langues, mais il faut à ce moment-là qu'il soit au moins écrit dans la langue comprise par celui qui rédige le testament. Sinon, nul. Mise à disposition gratuite d'un logement par l'usufruitier ou nu propriétaire, libéralité rapportable. Alors ici, il s'agit du rapport civil. On rapporte la libéralité bien, au moment du partage de la succession. Voilà, l'héritier successible qui a bénéficié de l'usage gratuit d'un logement accordé par un parent animé d'une intention libérale est le redevable d'une indemnité de rapport. On peut avoir un héritier, je dis souvent, tiens, donner c'est punir. Parce que le donataire, si on n'y prend pas garde, il peut devoir à la fois une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve et une indemnité de rapport. Voilà. Et ici, un rapport. Bon. On peut toujours... Non. Ce qui compte, c'est l'intention libérale. Le juge va toujours rechercher l'intention libérale. Il ne peut pas y avoir ici de rapport en l'absence d'intention libérale. Société civile et marchand de biens. Alors, je rappelle qu'il y a la qualification de marchand de biens s'il s'agit d'opérations habituelles avec une intention spéculative au moment de l'acquisition. Alors, on peut avoir une unique acquisition, mais plusieurs ventes, eh bien, on peut avoir la qualification de marchand de biens. En plus, l'objet social de la SCI, alors ça, c'est pas très bon, ça, eh bien, était à objet commercial. Alors ça, ça va pas. Une société civile ne peut jamais accomplir des actes de commerce. Alors, il faut toujours distinguer le civil et le fiscal. Au plan civil, s'il y a des conflits, à un moment donné, le juge il va toujours dire, ben non, la société civile, elle ne peut pas accomplir les actes de commerce. En aucun cas. Il y a création, en fait, d'une société en participation. Il y a juxtaposition de deux sociétés. Mais au plan fiscal, c'est différent. L'administration fiscale, une société civile ne peut pas être imposée au BIC, donc elle sera à l'IS. Voilà. Mauvaise rédaction des statuts.
Adoption simple et plénière, réforme, donc définition de l'adoption simple, en distinguant l'adoption conjugale et l'adoption individuelle. Concernant l'adoption conjugale, ouverture aux couples non mariés, adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, mais le régime fiscal en ligne directe est ouvert maintenant uniquement aux conjoints. Voilà, ça a toujours été, et ce n'est pas ouvert aux personnes pacsées, aux partenaires pacsés, ni, a fortiori, aux concubins. Donc le régime fiscal uniquement à l'enfant du conjoint. Et deuxième distinction, l'adoption individuelle. Et il faut le consentement nécessaire du conjoint et ou du partenaire pacsé, mais pas du concubin, l'accord nécessaire du parent de l'adopté, et enfin, consentement de l'enfant mineur s'il est âgé de plus de 13 ans. Encore pacte du travail et société, l'activité opérationnelle doit être effective durant toute la durée du dispositif, soit les 6 ans, on l'a vu précédemment, ou durant tout l'engagement individuel si l'engagement collectif est réputé acquis. Mais ça, c'est qu'une confirmation de l'instruction fiscale. Ah, tiens, l'usufruitier de titre n'a pas la qualité d'associé. Ben, pour moi, ce n'était pas nouveau, puisque, vous voyez, la jurisprudence, pour moi, constante. Voilà, l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc, alors, on avait même une Cour de justice européenne, pour moi de la Communauté européenne de 2008, qui confirmait que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Alors, une Cour de justice de la Communauté européenne, elle l'emporte sur les décisions en France. Donc, mais c'est pour moi, pas une nouveauté, mais au moins une confirmation. LBO. Vous savez que le LBO, en quoi consiste le LBO? Le LBO, ça consiste à créer une holding, notamment pour acquérir une entreprise. C'est la holding qui emprunte pour acquérir les titres de la fille. Et pourquoi? Pour un avantage fiscal important, c'est que lorsque la société opérationnelle va verser un dividende, ce dividende va bénéficier du régime fiscal mère-fille. Au lieu que le dividende soit versé à une personne physique au PFU de 30% ou au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%, lorsque la fille verse un dividende à la mère, il faut simplement que la holding détienne au moins 5% du capital depuis 2 ans, mais le régime est applicable dès l'acquisition. Vous voyez bien qu'ici, on a une fiscalité de moins de 2%. Mais voilà, nouvelle décision, confirmation de la jurisprudence, bien, une société opérationnelle donc, est acquise par une holding créée à cet effet, et le montant du dividende distribué ne suffit pas pour rembourser le crédit bancaire. Donc, et la fille, la société opérationnelle, fait un prêt même à sa mère. Et tout le monde tombe. Ça ne va pas. Voilà. Et le liquidateur, établit le lien entre faute de gestion et insuffisance d'actifs et il poursuit le dirigeant sur ses biens personnels. Activité professionnelle indépendante, on en a beaucoup parlé, donc c'est un nouveau système pour protéger l'entrepreneur individuel, protéger le patrimoine de l'entrepreneur individuel, faciliter la transmission d'une entreprise individuelle, transmission au sens de la vente, de la donation, ou sa mise en société, avec, troisième possibilité, d'opter pour l'IS. Voilà. Alors, il y a création d'un patrimoine d'affectation, alors avec la protection des créanciers. Donc, il y a création d'un patrimoine d'affectation et il y a scission entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel. Et tout ce qui ne rentre pas dans le patrimoine professionnel figure dans le patrimoine personnel, par défaut. En principe, impossibilité de cautionner un patrimoine par l'autre, mais possibilité, et ça les banques vont pas s'en priver bien évidemment, possibilité pour l'entrepreneur d'apporter des garanties, de renoncer à la protection pour un engagement spécifique. À mon avis, ça ne va pas changer grand-chose puisque les exigences des créanciers, ils vont pas prêter s'ils n'ont pas des garanties. Alors les limites de la scission pour l'administration fiscale,
et les organismes de sécurité sociale, un peu comme les impôts d'ailleurs. Et il est mis fin à la cession, notamment constitution d'un patrimoine unique en cas de cessation d'activité et de décès. Tout revient dans le patrimoine privé. Deuxième chose, c'est la transmission du patrimoine professionnel, donc possibilité, un peu comme les fusions, d'une transmission universelle du patrimoine professionnel, transmission à titre onéreux, vente, apport, achat ou à titre gratuit, donation, succession, possibilité pour le créancier de s'opposer au transfert et conséquence fiscale du transfert, un report d'imposition de la plus-value s'il s'agit éventuellement de plus-value professionnelle. Je rappelle que les plus-values professionnelles, c'est en général une catastrophe au plan fiscal, puisque lorsque il y a une mutation à titre gratuit, lorsque le bien sort du registre, notamment des immobilisations et des amortissements, eh bien, c'est taxé à la plus-value. Une donation, quand vous faites une donation d'une société, notamment sujet aux plus-values professionnelles, il y a deux impôts, et l'impôt sur la plus-value et les droits de mutation à titre gratuit. Mais, alors, ce qui va échapper éventuellement à cette fiscalité confiscatoire, c'est la possibilité d'opter pour l'IS. Et là, on rentre dans les plus-values non plus professionnelles, mais les plus-values privées. Et à ce moment-là, le dirigeant peut opter pour une assimilation, donc à une EURL. Mais attention, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales, comme une SARL. Donc, il faut regarder. Et de SARL, on en voit de moins en moins. Tout le monde, beaucoup de personnes optent pour la SAS, justement pour éviter les charges sociales sur le dividende. Exonération des plus-values 238 coins des sièges. Donc, il s'agit des transmissions d'une branche complète d'activité, les transmissions de PME, avec une exonération jusqu'à 500 000 total et une exonération partielle entre 500 000 et 1 million. Donc, transmission d'une entreprise sous le régime des plus-values professionnelles. Eh bien, à ce moment-là, dès lors que l'activité devient accessoire et exercée sans personnel, elle ne peut pas être considérée comme une exploitation autonome et l'article 238 coin des sièges est inapplicable. Dutreil, encore, entreprise individuelle, exclusion des biens non nécessaires à l'exercice de la profession, même si ces biens sont inscrits au registre des immobilisations à l'actif du bilan. C'est les biens nécessaires à l'activité qui sont exclus du dispositif. D'ailleurs, le Dutreil Société présente un avantage par rapport au Dutreil Entreprise Individuelle. Là aussi, entreprise individuelle, on est encore sous le régime des plus-values professionnelles et la donation, le décès, le départ à la retraite, la cessation d'activité va engendrer deux impôts. Donc, méfiance, mais le Dutreil Société apporte un avantage assez fort par rapport au Dutreil individuel, parce que pour le Dutreil entreprise individuelle, ce sont les biens nécessaires qui peuvent bénéficier de l'abattement de 75% de la base taxable de droit de mutation à titre gratuit en cas de donation de décès, alors que pour le pacte Dutreil Société, eh bien, l'exonération a lieu dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante. Ça veut dire que je passe sur la définition en termes de chiffre d'affaires et d'actifs bruts, mais l'idée c'est que je peux détenir, par exemple, ma résidence principale dans mon entreprise à l'IS, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais j'en vois. Eh bien, si la résidence principale ne constitue pas l'activité principale de ma société à l'IS et qu'à côté, la société exerce une activité opérationnelle, eh bien, quand je vais donner les parts de la société à l'IS, non seulement je n'aurai que les droits de mutation à titre gratuit avec l'abattement du trait, y compris sur la valeur de la maison. Bon, on va pas faire ça pour ça, mais ouais, bon, je le dis. Séparation de biens et financement du logement de famille, droit à créance. Des époux sont mariés en régime de séparation de biens.
Si le financement du logement de famille est réalisé par un seul époux, mais par un apport en capital, il s'agit d'une créance. Donc, il va récupérer ses sous en cas de divorce. Alors que si c'est financé par des revenus, non, ça relève d'une charge de mariage, hein, le régime primaire des contrats de mariage, pardon, des régimes matrimoniaux. Et donc, si ça se passe mal, il ne pourra pas revendiquer une créance sur ses revenus. Abus de droit fiscal applicable même en l'absence de texte. Bon, on élargit la possibilité de l'administration fiscale de faire appel à l'abus de droit. Démembrement de propriété d'un immeuble, l'usufruitier a seul la qualité de bailleur. Mais ça, c'est qu'une confirmation de la jurisprudence. Droit de mutation à titre gratuit et paiement différé et fractionné. Cour d'appel de Paris. Le compte courant d'associé ne figure pas dans la liste des biens non liquides qui permettent de bénéficier du paiement différé et fractionné. Et donc, il est exclu des bénéfices du dispositif. Et il est précisé, la Cour précise, que le compte courant est exigible à tout moment, donc il est liquide, sauf clause contraire d'ailleurs. Donc là aussi, dans la rédaction des statuts, j'invite souvent le chef d'entreprise ou le gérant à dire que le compte courant, je bloque le compte courant, par exemple, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de 25 ans, puisqu'on n'est pas toujours bien dans sa tête à 18 ans. Il faut regarder. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc pensez dans les statuts à bloquer les comptes courants pour une période déterminée. On ne peut pas bloquer indéfiniment. C'est sauf clause contraire. Concubin notoire et impôt sur la fortune immobilière. Le concubinage notoire suppose deux éléments, communauté de vie et communauté d'intérêt. Cour d'appel administrative de Paris. Le fait que deux personnes vivent dans des appartements distincts au même étage ne caractérise pas une situation de concubinage notoire. L'administration fiscale, elle connaît un peu toutes les stars qui vivent comme ça et elle avait tendance à dire concubinage notoire. À ce moment-là, on additionne les deux patrimoines pour l'imposition à l'IFI. Si ce n'est pas notoire, là, il y a deux patrimoines distincts pour le calcul de l'IFI. Donc voilà, caractérise une communauté de vie, mais pas une communauté d'intérêt, mais pas une communauté de vie. Et il est précisé ici, non, ici, on n'additionne pas les deux patrimoines pour le calcul de l'IFI. SAS et décision collective, au moins la majorité des droits de vote. Donc, Cour de cassation. Voilà, les statuts précisent qu'une décision est prise par exemple, à une majorité de 1/3, ici, des droits de vote, des votes exprimés. Eh bien non, la clause est nulle. Il faut au moins qu'il y ait la majorité. Alors, je vais vous dire un peu, quelquefois, ma pratique, notamment dans les SAS. Dans les SAS, j'ai tendance à éviter le plus possible les décisions collectives. Vous voyez, très souvent, on est obnubilé par les décisions collectives, la décision des associés. Mais ça, c'est vous qui vous l'imposez à vous-même dans les statuts. Parce que un associé ne peut voter, obligatoirement voter, notamment que pour l'approbation des comptes. Bon, ça d'accord. Pour la nomination d'un commissaire aux comptes, bon, ouais, pourquoi pas. Et je crois pour une fusion-absorption. Voilà, il faut que l'associé puisse voter. Mais chez moi, dans mes statuts, l'associé, il ne vote pas. Personne ne vote, sauf pour ces trois décisions. Donc, voilà. Pacte du travail, encore. Transmission d'une société interposée, prise en compte des plus-values et des moins-values potentielles. Alors, quand on fait une transmission, c'est compliqué. En fait, les sociétés interposées, c'est les holdings. Et c'est l'aspect le plus complexe dans le pacte du travail, c'est vraiment les holdings, les sociétés interposées. Il y a une formule de calcul pour calculer la portion qui peut bénéficier de l'exonération. Eh bien, on peut tenir compte des plus-values et des moins-values également pour le calcul. Plus-value en présence d'un crédit vendeur, la plus-value est pleinement imposable. Voilà. Bien sûr. Je vous laisse lire.
Alors, le paiement de l'impôt peut être échelonné sous condition. Rapport des libéralités, le conjoint survivant n'est pas sujet au rapport. Il est soumis à une règle spécifique, notamment pour l'imputation des libéralités qu'il a reçues, mais il n'est pas sujet au rapport. Pas au rapport successoral. Mais il ne peut pas le conjoint survivant ne peut pas recevoir plus que sa part. Je rappelle les droits légaux du conjoint, un conjoint donc marié, hein, les droits légaux sans disposition, c'est soit un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit, selon que les enfants sont tous issus ou non du même lit. S'ils ne sont pas issus du même lit, le conjoint survivant n'a pas le choix, il ne reçoit qu'un quart. Et ce quart a pu être déjà disparu par des libéralités antérieures. Mise à disposition gratuite d'un bien à un héritier, toujours la même chose. Libéralité, donc droit de mutation à titre gratuit, si l'intention libérale est prouvée. Pareil. Société anonyme et société en commandite par action, répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu propriétaire. Alors, voilà, ça rappelle une règle tout simplement, c'est que en général, ou presque même tout le temps, les dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions générales. Ça veut dire que on regarde le code civil, et puis après on regarde le code de commerce. S'il y a une disposition du code de commerce qui est différente de celle du code civil, on va retenir celle du code de commerce. Donc, celle du commerce, en ce qui concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, il est dit que l'usufruitier a le pouvoir aux AGO et le nu propriétaire aux AGE, sauf clause contraire. Donc cette disposition-là l'emporte sur le 1844 du Code civil qui dit que le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf en ce qui concerne l'affectation du bénéfice où il est réservé à l'usufruitier. Donc ici, c'est le Code de commerce qui l'emporte. Mais il faut toujours se souvenir que les statuts peuvent déroger aux règles et de celles du Code de commerce et celles du Code civil. Société civile, répartition des pouvoirs entre gérance et associés. Alors là aussi, la société civile, comme pour la SAS, offre une très grande liberté statutaire pour rédiger les statuts. Quand vous lisez le Code civil, c'est voilà la règle, sauf clause contraire. Voilà la règle, sauf clause contraire. Eh bien, voilà la règle, notamment. Alors, les pouvoirs du gérant, c'est tout ce qui figure dans l'objet social. Attention à la rédaction de l'objet social des statuts dans une société civile. Le gérant ne peut pas accomplir, l'acte n'est pas frappé de nullité parce que, bon, mais quand même, là, le gérant ne peut accomplir que les actes qui sont inscrits dans l'objet social. En aucun cas, sinon, tous les autres actes qu'il ne peut pas passer seul, eh bien, sont soumis à l'unanimité des associés, pas des associés présents, non, de l'unanimité des associés de la société, sauf clause contraire. Alors, vous voyez bien que cette règle-là est très pénalisante. Elle peut paralyser le fonctionnement d'une société civile. Il suffit qu'un enfant mineur soit représenté par un juge ou qu'ils ils aient déménagé au Groenland, enfin, allez savoir. Voilà. Donc, attention. Voilà, voici le panorama de la jurisprudence depuis ce début d'année et je suis à votre disposition si vous voulez apporter des informations, des compléments ou des questions. Merci à vous.